Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce live aujourd'hui sur un sujet éminemment d'actualité, prévenir le stress et les risques psychiques liés au confinement. Et donc effectivement, c'est un sujet, on le sait, hein, qui nous touche tout particulièrement aujourd'hui à titre individuel et également dans nos organisations. Et pour parler de ce sujet aujourd'hui, je serai accompagné de Christophe Peffer. Alors, avant de vous le présenter, d'abord, je vous souhaite la bienvenue sur les différents réseaux sociaux sur lesquels eh bien, vous nous suivez maintenant. Donc, peut-être sur YouTube, peut-être sur Facebook, sur une page ou sur un profil, ou peut-être encore sur Periscope. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à poser vos questions durant le live, hein, pendant les interventions de Christophe. On va les relayer en direct. Et donc, l'objectif pour nous, vraiment, c'est d'être dans l'interaction, dans la participation, pour qu'on puisse explorer ensemble ce sujet passionnant. Je vous présente Christophe tout de suite après le générique. Bonjour Christophe. Vous aviez. Alors Christophe, tu es à Cannes, donc moi Oui. je suis ici en Belgique, donc vive les nouvelles technologies pour nous rassembler. Donc je vais rapidement te présenter, hein, puis je te laisserai éventuellement compléter. Donc ce que j'aime beaucoup, hein, dans ton profil par rapport au sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est que tu as en fait plusieurs casquettes, hein. Tu es formateur en entreprise chez No.be, donc on a animé encore cette semaine une formation à deux sur les neurosciences. Donc, tu as vraiment cette casquette organisation entreprise. Tu fais aussi de l'accompagnement individuel. Depuis plusieurs années, tu es coach, tu accompagnes des personnes en transition, voilà, par rapport à des questions qu'elles se posent. Et tu as une troisième casquette qui est vraiment intéressante. Tu es intervenant, tu travailles en psychiatrie. Et donc, du coup, ça nous donne vraiment trois portes d'entrée par rapport à ce sujet. Comment est-ce que tu fais danser ces trois casquettes chez toi dans ta vie? En fait, mon ADN professionnel, c'est la psy, parce que ça fait 23 ans que je fais ça. J'ai fait quasiment que ça, hein. J'ai fait une petite coupure en libéral, mais de quelques années. Mais sinon, ça fait 23 ans que je fais de la psy. Et donc, je me suis rendu compte que ça faisait partie de mon ADN professionnel. Et donc, il y a maintenant 10 ans de ça, j'ai voulu prendre une voie parallèle qui était plus de l'ordre du développement de soi, de développement personnel, etc. Et c'est là où je me suis intéressé au coaching pour accompagner des gens justement à réaliser des objectifs. Donc, ce n'est pas de la psychothérapie, mais c'est une voie parallèle que j'ai prise par rapport à ce que je peux faire en tant qu'infirmier en psychiatrie. Super. Et effectivement, je pense qu'on va le voir maintenant, c'est vraiment avec ces trois angles d'approche, hein, l'individuel, les organisations et la psychiatrie, que vraiment il y a un regard très intéressant. Et en préparant ce live avec toi, j'ai déjà appris beaucoup de choses. Donc, on va partager ça ensemble. Et donc, on va aussi le partager avec vous. Et donc, voilà, n'hésitez pas à partager. Anne nous dit bonjour Xavier Christophe et bonjour à toutes, à tous. Donc, voilà, on est parti sur l'interaction. Et donc, comme Anne, n'hésitez pas à poser vos questions. Et bonjour évidemment Anne. Et merci d'avoir lancé l'interaction. Donc, n'hésitez pas en cours ici, en cours de route, de nous interpeller, de nous poser vos questions. Première question que j'ai envie de te poser, Christophe, on est dans un contexte évidemment particulier, hein, donc le titre ici, c'est le stress psychique en confinement. On a vécu tous ensemble au mois de mars un premier confinement. Il y a eu peut-être un état de sidération, de découverte. C'est quelque chose que globalement, au niveau même de la société, on n'avait jamais vécu comme ça collectivement. Chacun l'a vécu comme il pouvait, quelque part en sautant dans la piscine. On a eu l'impression de pouvoir sortir de ce confinement et de retrouver un monde à peu près normal. On évoquait le mot seconde vague, etc. Puis un second confinement arrive et du coup assez différent du premier. Comment est-ce que tu nous décrirais ce contexte qu'on vit actuellement? En fait, le confinement, quelque part, c'est un peu le résultat de ce qui se passe en ce moment. Donc là, bien sûr, j'apprends rien à personne, mais bon, il y a quand même un compte. En fait, l'idée de ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est un peu de prendre un hélicoptère, si tu veux, de faire un zoom arrière et d'avoir un peu une vue un peu élargie de comment ça se passe à l'extérieur et du coup, quels sont les impacts et les liens qu'il peut y avoir justement à l'intérieur, au niveau psychique.
Donc, en fait, au niveau extérieur, qu'est-ce qui se passe? On a donc, bien sûr, le contexte sanitaire du virus qui est quand même une pandémie. C'est, de notre génération, même la génération avant nous, personne n'a connu ça. La dernière grande pandémie, c'était à la guerre 14-18, à la fin, la grippe espagnole. Mais sinon, on n'a plus jamais vécu ce genre de situation. Donc, bien sûr, la crise sanitaire entraîne, on le voit bien, un contexte économique très compliqué. Je veux dire, là, avec toutes les entreprises qui sont en grande difficulté, et même des secteurs entiers qui sont en complète difficulté, que ce soit dans l'événementiel, dans l'aéronautique, dans plein d'autres domaines comme ça, où il y a tout le tourisme aussi, il y a plein de secteurs du moins qui sont complètement, au bord de l'effondrement. Donc ça crée encore une insécurité à ce niveau-là. On a bien sûr du coup le contexte social qui aussi risque d'être compliqué. Et spécifiquement à la France, et ça on l'a vu depuis quelques semaines, qui n'a rien à voir du coup avec le contexte sanitaire, mais c'est le contexte sécuritaire. C'est-à-dire qu'avec les attentats qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps, en plus près de chez moi, à Nice aussi, ça crée ça rajoute une couche au climat déjà très anxiogène qu'il peut y avoir par rapport à la crise sanitaire qu'on connaît depuis le mois de mars. Donc tout ça, en fait, ça fait peser une sorte de chape de plomb sur la population en général, et forcément, il y a des impacts psychiques. Alors ça, du coup, je n'invente pas. Il y a même depuis le mois de mars, il y a des études qui ont été menées à plusieurs endroits différents par plusieurs instituts différents, et toutes arrivent à la même conclusion que l'impact psychique sur la population, elle est avérée. Tu me disais effectivement en préparation qu'il n'y a pas qu'un impact psychique, on peut parler des impacts psychiques. Comment est-ce que tu pourrais, de ton point de vue justement avec ces 3 entrées, nous décrire ou un peu quels seraient les principaux impacts psychiques que toi tu observes dans ta pratique? Le premier, c'est au niveau de ce qui se passe au niveau d'un sentiment qui s'appelle l'anxiété. C'est-à-dire que la situation, et avec tout ce que j'ai décrit jusqu'à maintenant, elle est clairement anxiogène. Ça crée ce sentiment-là chez la population en général, et du coup, ce sentiment-là d'anxiété, il est d'autant plus exacerbé chez des personnes qui sont déjà soumises à ce type de sentiment en temps normal. Parce que l'anxiété, ça peut faire partie d'un trait de personnalité aussi, que certains, malheureusement, scoltinent depuis qu'ils sont enfants. Ils ont vécu avec, ils ont réussi à trouver des aménagements avec ce sentiment-là. Certains sont même équilibrés par un traitement, par une psychothérapie, avec ce sentiment-là. Donc, ils arrivent à vivre avec. Mais malheureusement, le contexte actuel, qui est quand même très lourd au niveau de tout ce qu'on vit, ça vient ouvrir un peu plus cette plaie qui est l'anxiété et qui du coup vient l'exacerber. Le petit rappel, c'est que l'anxiété, donc c'est un sentiment qui est lié à l'émotion, et une émotion qui est très naturelle, qui est celle de la peur. D'accord, l'émotion de peur, on la connaît tous depuis la nuit des temps, parmi toutes les autres, mais c'est une émotion qui est très naturelle. Et ce sentiment-là, en fait, il vient c'est une sorte de déclinaison de cette émotion de peur, parce qu'on se fait tout un film en fait en fonction de cette émotion de peur que l'on éprouve. La peur en général, elle est liée à quoi? Elle est liée à un danger, d'accord, un danger réel ou perçu. Okay, là, le problème, c'est que le danger, il est non seulement réel, mais en plus, suivant justement la façon avec laquelle on est exposé à ce danger, la perception que l'on a de ce danger, il peut être aussi assez violent. Du coup, là, c'est pas réel ou perçu, c'est réel et perçu. D'accord? Donc, forcément, cette peur-là, elle se déclenche. Et du coup, en fonction de tout le film que l'on se fait dans la tête, en fonction de cette émotion-là, on aboutit à ce sentiment qui est réalisé, qui est l'anxiété. Du coup, il y a également toute une série de besoins naturels qu'on a tous en tant qu'être humain, être social. Il y a une série de ces besoins qui sont moins rencontrés ou plus rencontrés du tout dans cette période de confinement. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport de nouveau à ce que tu observes sur ces besoins qui sont plus ou moins rencontrés en cette période? Alors, les besoins, effectivement, on peut les prendre sous il y a plein de personnes plein de psychologues ou de psychiatres qui ont étudié justement les besoins. Il y a même une infirmière, dans le métier d'infirmier, on appelle ça les 14 besoins de Virginia Anderson. Donc, elle a étudié ça aussi de son côté. Mais en fait, ce que j'ai pu analyser ou pu voir, c'est que il y a un psychiatre qui s'appelle Eric Berne, qui est à l'origine de l'analyse transactionnelle, qui lui a déterminé 3 grands besoins fondamentaux de l'être humain.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, si on prend donc ces 3 besoins, s'ils ne sont pas satisfaits, on peut rentrer dans des souffrances psychiques. Et ces 3 besoins-là, le premier, c'est le besoin de stimulation. D'accord? C'est-à-dire que l'idée, c'est dès la naissance, hein, un nourrisson, il a besoin de stimulation pour pouvoir se développer, pour pouvoir entrer en interaction avec les gens, etc. Ce besoin de stimulation, on voit bien qu'avec le confinement et avec la situation actuelle, par le fait qu'on puisse être stimulé par, admettons, nos objectifs quand on est dans l'entreprise, qu'on peut être stimulé par, je sais pas moi, un nouveau film qui va sortir, on va au cinéma, stimulé par, tiens, la fête qu'on peut aller faire à la fin de la semaine avec nos amis, etc. Il y a plein d'endroits où on peut être stimulé au quotidien, dans une vie normale, hein, je dis, ils s'arrêtent d'un coup, comme ça. Et au sein de notre environnement, à l'intérieur de nos maisons, quelque part, les seules stimulations encore possibles, ce sont des stimulations, et faciles, on va dire, c'est les stimulations, genre les réseaux sociaux ou les stimulations médiatiques à la télé, etc. C'est des stimulations, certes, mais on peut les remettre un peu en question quand même par rapport à ce que ça nous apporte, justement. Quel est le principal bénéfice des besoins de stimulation? C'est de nous stimuler, de nous nourrir, quelque part, tu vois. Donc, avec ces stimulations qui sont drastiquement réduites, clairement, on rentre dans un manque. Ça, c'est le premier. Le deuxième besoin, qui est quand même lié au besoin de stimulation, c'est le besoin de reconnaissance. Et le besoin de reconnaissance, on le trouve essentiellement dans l'interaction avec l'autre. C'est-à-dire que dans nos échanges, quand on est à la machine à café, quand on est dans l'entreprise, quand on va, comme je disais, faire un repas chez des amis, quand on est entre personnes physiquement dans une soirée ou quoi que ce soit, on est dans cette forme de satisfaction, de besoin de reconnaissance. On est reconnu par l'autre. Le fait d'être confiné, et d'autant plus pour des personnes qui sont isolées, c'est-à-dire qu'elles sont seules chez elles, du coup, ce besoin de reconnaissance, il est égal à 0, en fait. Les personnes, elles sont reconnues par... voilà, il n'y a plus d'interaction possible. Et du coup, ça crée encore un deuxième style de frustration et de souffrance. Et le troisième besoin, c'est le besoin de structure. Comment on structure? Parce qu'en temps normal, notre vie, elle est structurée. Le matin, on se lève, on va au boulot, le soir, on rentre, on peut aller à la salle de sport, on peut aller se détendre dans un café, on peut aller au cinéma. Notre semaine, elle est structurée parce qu'en général, voilà, on travaille les 5 jours de la semaine, le week-end, on prévoit de faire une sortie chez Tata Fifine ou chez les parents, j'en sais rien. Mais notre quotidien est structuré. Même notre année peut être structurée aussi. D'accord? On prévoit les prochaines vacances, etc. De cette condition-là qu'on est en train de vivre, ce besoin de structure, là encore, il est égal à quasiment 0. C'est-à-dire que, et alors, d'autant plus, même si on est en télétravail, le télétravail, quelque part, peut continuer à structurer la semaine, mais ce n'est pas du tout la même structure. C'est pour ça que parfois, la difficulté que connaissent certaines personnes dans le télétravail, c'est que le temps, il s'étire, en fait. Tu vois, et on peut trouver des personnes qui arrivent, et j'en ai vu d'ailleurs, qui arrivent en burn-out en télétravail, parce que, en fait, leur temps, il est complètement dilué dans leur quotidien personnel. Du coup, elles se surchargent en activité. Donc, ce besoin de structure, on voit bien qu'il est aussi perturbé. Donc, si on fait le bilan, on voit que le besoin de stimulation, le besoin de reconnaissance et le besoin de structure, ils ne sont pas satisfaits. Du coup, moi, ça ne me surprend pas qu'il y ait quand même des grandes difficultés pour l'équilibre psychique de chacun. Je trouve que c'est vraiment une très très belle grille de lecture, hein, ces besoins. C'est intéressant parce qu'effectivement, quand on analyse ce qui se passe aujourd'hui, on se rend compte à quel point effectivement ces besoins sont ébranlés et des petites choses qui paraissent anodines. Hein, c'est pour ça que dans les formations, travail à distance, etc., on parle de ces rituels, de ces petites choses à mettre en place. On dit tiens, structurez votre journée, mettez un réveil, s'habiller le matin, enfin des choses qui paraissent évidentes comme ça. Ce sont pas juste que c'est pas anecdotique. Ça répond vraiment à des besoins de fond, quoi. Ouais. À des besoins psychiques, absolument. Ouais, tout à fait. Et ça se joue à tous les niveaux. Et donc, par exemple, au niveau du besoin de structure, on ne dira pas si on est en caleçon ou en pantalon. Non, mais voilà. Ça restera le mystère de ce live. Voilà. Tant qu'on a la chemise, le besoin de structure est là. Ouais, tout à fait. Et donc, effectivement, on voit que je trouve que c'est très intéressant parce que
autant quand on gère une équipe ou qu'on manage des personnes à distance, ou que soi-même, c'est le cas aujourd'hui, on travaille tous à distance. C'est une belle grille de lecture de se dire comment est-ce que du coup je peux compléter ces trois besoins. On va venir aux pistes, mais avant, je voulais encore aborder un point avec toi. On parle beaucoup dans les organisations de manière générale hein, de changement. Ici, c'est encore plus vrai voilà, par rapport à premier confinement, deuxième confinement, et avec comme quelque part, on sait que tout change et se bouleverse. Je pense qu'aucun de nous n'aurait imaginé il y a un an tout ce qu'on pourrait vivre maintenant, qu'on se retrouve dans des villes où on a des couvre-feux, où tout le monde est masqué, des images un peu fortes, impactantes qu'on aurait pu imaginer dans des films de science-fiction et qui sont intégrées aujourd'hui comme étant devenues la norme et avec une durée aussi qui est indéterminée. Hein. On se dit, tiens, on est d'échéance en échéance, on attend les annonces et donc il y a ce côté où le changement est devenu majeur, il est devenu de longue durée et il y a vraiment ce sentiment, voilà, quelque part peut-être que ce changement il est subi, hein, on attend les annonces et on sait que tous on n'est pas égal et qu'il y a cette forme d'aversion au changement de l'être humain assez naturel. C'est non seulement naturel, mais ce que tu dis c'est vachement important parce que si tu veux là, il y a quand même un maître mot depuis le début de cette période, depuis le mois de mars. Il y a un maître mot qu'on retrouve en fait dans toutes les situations, que ce soit bien sûr au niveau de la crise sanitaire, mais même au niveau de la communication de nos gouvernants, au niveau de ce qui se passe aussi au niveau même scientifique. On voit bien que les paroles scientifiques, elles s'opposent parfois, etc. Donc, à mon sens, il y a un maître mot qui est apparu dans cette période-là, c'est le mot de l'incertitude. C'est que j'ai l'impression qu'on n'a jamais vécu avec autant d'incertitude que depuis le mois de mars. On ne peut pas se projeter à plus de 2 ou 3 mois et encore grand maximum. Tu vois, je veux dire, qui aujourd'hui est capable de se dire, ouais, au mois de mars, moi, je vais prendre mon billet d'avion pour partir à tel ou tel endroit? Personne. Même au mois de février. Qui peut dire aujourd'hui, ouais, là, du coup, je vais investir tant de milliers ou de millions d'euros dans le développement de mon entreprise pour, mettons, dans 6 mois. Et je vois pas qui peut faire ça, à part sur des secteurs bien nichés qui, du coup, profitent de cette crise-là. Mais si tu veux, on a l'incertitude qui, quelque part, chevillée au corps depuis tout ce temps-là. Et clairement, l'être humain, quand il est dans une période d'incertitude, de fait, comme je disais, le sentiment d'anxiété, il devient majeur. Ouais. Et effectivement, quand il y a du vide comme ça, quand il y a de l'incertitude, du coup, l'esprit humain a tendance à vouloir le remplir. Hein. Et de nouveau, là, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et on imagine effectivement la complexité, ce qu'on voit au niveau du gouvernement et de la société, au sein des organisations. Ceux qui dirigent aujourd'hui des organisations au niveau direction générale, ressources humaines, qui doivent communiquer dans ce climat d'incertitude, génèrent sans doute sans le vouloir et de manière quasi obligatoire, des zones de flou, d'anxiété qui vont être remplies. Quoi. Bien sûr. Et du coup, le défi, que ce soit pour les dirigeants, nos dirigeants ou les dirigeants dans les organisations, c'est de pouvoir surfer sur ces deux pistes-là, c'est-à-dire la piste de la réassurance. Du coup, voilà, en tant que leader, pour pouvoir justement rassurer les personnes avec qui on travaille, c'est de pouvoir avoir cette posture confiante quand même et réassurante, et en même temps d'être suffisamment transparente sur le degré d'incertitude qui existe pour pouvoir justement être le plus transparent vis-à-vis de leurs équipes, tu vois. Et de naviguer justement sur ces deux voies parallèles, j'avoue que c'est pas ça. Ouais, c'est clair. On a un bel exemple ici d'incertitude qu'on veut remplir. Il y a Anne qui voudrait avoir une réponse et qui pense qu'on est en short et en tongs. Voilà. On va rester dans l'incertitude. Hein. On va laisser le doute planer. On va laisser le doute planer. Alors, il y a Jade que je salue ici. Donc, Jade qui nous dit c'est étonnant aussi de voir comment nous sommes capables de nous adapter et intégrer des changements. Et je vais continuer avec Jade qui nous dit il y a encore un an, quand on voyait des gens masqués, souvent en Asie, on se disait que c'était une autre planète et que cela ne nous concernait pas et ne nous concernerait sans doute jamais, effectivement. Et Jade conclut, aujourd'hui, c'est devenu notre quotidien. Ouais. Oui, et d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que dit Jade, et c'est très, très significatif, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ça vous le fait, ou si ça te le fait à toi, Xavier, c'est que la dernière fois, j'ai vu un film récent de l'année dernière, et dans ce film, il y a une scène
nous, la personne, elle vient, elle fait un câlin et elle embrasse la personne. Et rien que ça, mais c'est ça, on s'est dit, oh là là, mais ça fait bizarre, ça fait bizarre. Tu sais, de suite, tu as le truc qui te dit, tu penses, oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Donc, ça crée quand même, tu vois, ça crée un précédent, quoi. Ça crée un précédent. Ce que l'on vit aujourd'hui, c'est un truc qui reste marqué quand même dans notre cerveau. Et du coup, pour revenir un peu au sujet des risques psychiques, là aussi, il y a des études qui montrent que le mot n'est pas fort, parce que pour certaines personnes, le mot de stress post-traumatique, il vient au jour. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, en sortie de confinement, connaissent les mêmes symptômes que des personnes qui vivent un stress post-traumatique. Bien sûr, ce n'est pas la généralité, mais il y a des personnes qui peuvent être plus sensibles que d'autres, comme je disais, à l'anxiété, à la notion de changement, à tout ce qui se passe dans le climat actuel, et qui vivent la suite de ces périodes de confinement comme des stress post-traumatiques. Je te donne un exemple très concret. J'ai eu à la clinique une patiente qui était structurée dans son quotidien. Elle bossait, elle avait travaillé dans une entreprise. Elle avait certes un profil anxieux qui était là depuis toujours, mais avec lequel elle composait. Elle était structurée dans sa semaine, elle était structurée dans son travail, elle avait ses petites habitudes, etc. Et c'était OK pour elle. Le truc, c'est qu'avec le premier confinement, tout ça, c'est venu s'arrêter d'un coup. Et c'est comme une sorte de château de cartes qui s'est effondré. Et alors, elle a vécu le confinement de manière très, très compliquée. Et clairement, elle a décompensé, ce qu'on appelle décompensé après le confinement, sur un mode anxieux où là, elle a eu peur, bien sûr, de tout, et du virus, et de comment ça allait se passer, et de son travail, et comment elle allait de nouveau être en contact avec les gens. Enfin, l'anxiété généralisée est venue se greffer sur elle. Donc, le risque, il est clairement identifié chez des personnes qui sont dans cette situation-là. C'est intéressant parce que, de nouveau, en discutant avec toi de ce sujet, en préparant, il y avait quelque chose que je ne mesurais pas. Donc, tu travailles en institution psychiatrique et donc moi, je peux avoir des images de l'extérieur de ce que ça représente cet univers. Mais tu me disais que le profil des personnes, il y a beaucoup de personnes donc qui peuvent faire des séjours effectivement quand ils sont en décompensation ou quoi, mais qui sont des personnes qui travaillent, sont dans nos organisations. Tu peux nous dire un petit mot de ça, oui? Oui, oui, disons que c'est vrai qu'en entend psychiatrie, la première chose qu'on pense, c'est la psychiatrie lourde des personnes qui sont vraiment complètement désadaptées ou inappropriées à la vie quotidienne, etc., et qu'on peut voir dans les films ou dans certaines émissions. Mais il n'y a pas que ça. La structure dans laquelle je travaille, on va dire 90% de notre public, ce sont des personnes qui connaissent des souffrances psychiques de l'ordre de la dépression ou de l'ordre de l'anxiété ou du syndrome anxio-dépressif, donc on associe les deux. Mais c'est des personnes qui, heureusement pour elles, quand elles ne sont pas en situation de crise, ont un travail, ont une vie sociale, ont une vie familiale, etc. Et elles ont justement elles sont, on va dire, insérées et intégrées dans la société. Mais voilà, elles ont une certaine sensibilité, un certain trouble lié à l'anxiété ou un trouble dépressif à minima, qui est compensé, qui est équilibré les trois quarts du temps, mais qui, avec ce contexte-là, du coup, peuvent décompenser. Il y a un risque. Le risque de décompensation, il est bien réel. Super. On a, pour revenir sur le sujet, donc pareil pour les reportages qui ont été tournés parfois avant, on se faisait les mêmes réflexions. Tout au moins, on se demande quand est-ce qu'elle a été tournée. Oui. Précaution, c'est vrai. Donc, et voilà. Et donc, effectivement, Anne nous dit oui, Jade, tout à fait. On n'aurait jamais imaginé ça. Il y a effectivement, Jade nous dit les référentiels et les repères ont bougé. Laure nous fait un partage également. Donc, il y a un avant et un après. Les traumatismes sont réels, plus ou moins forts, selon qui nous sommes, nos environnements, nos atouts, faiblesses, etc. Rompre l'isolement est sûrement le premier pas à réaliser, perso et ou pro. Libérer la parole, partager, s'exprimer, prendre le recul, chercher de l'entraide, voir des possibles. Ça nous amène tout doucement vers les pistes. Qu'est-ce que ta première réaction par rapport à ce que tu découvres ici? Oui, en fait, on peut prendre toutes ces pistes-là et les intégrer, tu sais, par rapport aux besoins dont on a parlé tout à l'heure.
c'est que oui, si on reprend les trois besoins fondamentaux d'Eric Berne qui sont perturbés en ce moment, donc le constat, c'est qu'effectivement, ils sont perturbés, mais rien n'est définitif. Et je rejoins ce que Jacques disait tout à l'heure. Heureusement que nous avons des capacités d'adaptation en tant qu'être humain qui nous permettent de trouver des ressources pour pouvoir justement faire face à tout ça. Et du coup, ben, si on prend ces trois besoins, le besoin de stimulation, effectivement, on peut plus être stimulé par ce que l'on était stimulé quand on pouvait circuler à droite à gauche comme on voulait. Ben aujourd'hui, même dans nos environnements personnels, au sein de notre foyer, on peut trouver des systèmes de stimulation qui peuvent continuer à nourrir notre intellect, qui peuvent continuer à nous stimuler au niveau de nos objectifs, etc. Je te donnais l'exemple tout à l'heure. Je pense que, enfin, ça c'est l'une de mes idées à moi, mais les MOOC, tu sais, les formations en ligne faites par des universités, enfin des formations qui sont vraiment hyper structurées et parfois même diplômantes, hein, bah, c'est le meilleur, on va dire, c'est le temps est super bien choisi pour pouvoir se lancer dans une formation de style MOOC, tu vois, parce que ça permet justement de stimuler, de toujours rester stimulé. Ensuite, pour besoin de reconnaissance, ça se fait déjà, hein, c'est même dans les entreprises, on le voit que ça se fait aussi régulièrement, mais les apéros en visio ou les cafés visio, etc., ça permet de garder un lien, même si le lien il est virtuel, mais l'échange, il est là. Le fait d'échanger des idées, le fait d'échanger sur la situation, alors pas trop quand même pour éviter de faire du pathos en plus, mais d'échanger sur ce que l'on vit au quotidien, d'échanger éventuellement sur des projets, des objectifs, ça peut aussi permettre de favoriser ce besoin de reconnaissance. Et le dernier, sur le besoin de stimulation, c'est ce qu'on a dit déjà tout à l'heure, c'est de continuer, pas de stimulation de structure, c'est de continuer à structurer ses journées, ses semaines, et éventuellement de continuer à structurer, même si on voit à court terme ou à moyen terme, de continuer à structurer, de continuer à faire des projets, même à moyen et long terme. Parce que nous, de toute façon, ça c'est quand même quelque chose qu'il faut aussi prendre comme une sorte de croyance aidante. C'est que situation ne va pas durer éternellement. Forcément, à un moment donné, les choses vont se calmer et se terminer. Donc, c'est important de déjà se projeter sur le après, pour pas rester englué et enfermé dans la situation présente. Ouais. On a encore deux commentaires avant de poursuivre sur les pistes, hein. On a Caroline de France qui nous dit psychiquement, les confinements vécus par les personnes qui doivent gérer tout en même temps, professionnel, familial, logistique, tombent parfois dans un mal-être lié à une image d'eux-mêmes qui se dégrade. Ne pas arriver à tout gérer en même temps est terriblement difficile. Un gros coup pour sa confiance en soi. Et Julie nous dit, nous sommes face à un équilibre à trouver entre vigilance et lâcher prise. Et Anne complète en disant, on est confronté aussi aux questions existentielles. Voilà, complètement. Merci pour toutes ces contributions, hein, effectivement. Donc là, on a quelques pistes globales que tu as abordées. Si on descend maintenant au niveau des organisations, comment est-ce qu'éventuellement ça peut se traduire pour des personnes en charge peut-être de la communication, de la formation, ou bien des managers d'équipe, ou soi-même au sein d'une équipe, membre d'une équipe, les quelques pistes que tu pourrais identifier comme ça? Alors déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est de ne pas rajouter de l'injonction à l'injonction. C'est-à-dire que par rapport aux managers, aux responsables RH, etc., bien sûr qu'ils ne sont pas des psys. Ils n'ont pas à jouer le rôle de psy. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important à communiquer parce que ils sont dans leur propre rôle. Mais ils n'ont pas à se surajouter un rôle en plus de psy qu'ils ne sont pas de toute façon et qui ne serait pas pertinent dans la situation. Par contre, le fait de pouvoir connaître en fait qu'est-ce qui se passe pour leurs collaborateurs au niveau psychique, au niveau de leurs besoins, au niveau de leurs émotions, du coup, ça permet peut-être de leur faire adopter une posture plus ajustée en fait dans la communication qu'ils peuvent avoir avec eux. Je prends un exemple très concret, c'est ce que j'avais lu il n'y a pas longtemps, c'est par rapport au management. Dans cette période-là, l'idée c'est de passer du micro-management qu'on peut avoir quand on est en site, quand on est sur site, passer à des managements par objectif. Et du coup, de laisser la place du temps de micromanagement à de l'échange, du coup de l'échange informel, de rester en lien, de continuer à satisfaire ce besoin de reconnaissance, de ce besoin de stimulation, mais qui est en dehors de la sphère, on va dire, des objectifs du quotidien, etc. Donc ça, c'est voilà un petit tips, mais qui permet voilà
de s'adapter du coup à la situation tout en prenant en compte les besoins des collaborateurs. Super. Alors, on arrive doucement à l'atterrissage de notre échange ici et j'avais envie de vous partager donc un projet sur lequel on travaille ensemble, hein, Christophe. Il se fait qu'effectivement, ces sujets du stress, du management, même du management à distance, ce sont des sujets qu'on traite depuis de nombreuses années chez No.be. Maintenant, avec tout ce que tu viens de nous partager et ces nouvelles grilles de lecture, entre autres avec les besoins, les 3 besoins d'Eric Berne, les émotions, le changement et l'aspect assez particulier de ce qu'on vit, le confinement et tout ce on vient de décrire avant dans le contexte, il y a une forme d'adaptation à cette formation et donc tu animes une formation que je partage ici, donc à distance, en classe virtuelle, qui est prévenir le stress et les risques psychiques liés au confinement. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots bien quelque part l'essence de cette formation, ce qu'on y retrouve, peut-être ses objectifs En fait, l'idée, c'est un peu ce que je disais en filigrane tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a le contexte. Là, bien sûr, j'apprends rien à personne parce que tout le monde le vit, le contexte. Après, on a aussi les résultats, je veux dire, ce que les personnes vivent à l'intérieur d'eux. Ça aussi, je ne vais rien apprendre à personne parce que je veux dire, les personnes sont malheureusement les plus, ils sont aux premières loges de ce qu'ils vivent émotionnellement, etc. Par contre, l'objectif de cette formation, c'est de voir qu'est-ce qui se passe entre les deux, ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur, et de voir un peu comment on peut comprendre ce qui se passe entre les deux. Ça nous permettra du coup de pouvoir agir pas en amont, mais en prévention de quelque chose qui pourrait aller encore plus loin dans le mal-être ou dans la souffrance psychique ou parfois dans la décompensation. Donc là, le rôle, enfin le but numéro 1 de cette formation, c'est un peu la prévention en fait. Comment faire avec ce qui est pour pouvoir anticiper sur ce qui pourrait être. C'est un peu l'objectif de cette formation. Ouais. Donc, pour ceux qui voudraient en savoir plus, donc simplement sur le site de No.be, vous retrouverez dans les thématiques sur le bien-être, cette formation en classe virtuelle. On va pas le faire maintenant, mais on y déroule tout le programme. On retrouve une bonne partie des éléments que tu nous as partagés ici sur un peu le constat, la prise de conscience des changements liés au confinement, les émotions suscitées et vécues, comprendre les mécanismes du stress, notamment en contexte de confinement, et les outils de prévention. Avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, au sein de l'organisation, on n'est pas des psys. Par contre, avoir ces éléments qui permettent de décoder, de poser les premières actions et peut-être de créer un environnement le plus favorable possible pour nos équipes peut être une première piste. Et alors, j'aime bien ici une intervention de Jade qui nous dit et je trouve que ça fait un beau lien, c'est aussi le meilleur moment pour passer au management bienveillant et plus humain. C'est dommage de devoir avoir besoin de ce genre d'événement pour cela. Mais effectivement, je pense que dans tout ce qu'on a partagé aujourd'hui, ça rejoint un peu aussi les partages de Anne qui disait qu'on est confronté aux questions existentielles, ou Julie qui disait qu'on est face à un équilibre à trouver entre vigilance et lâcher prise. On revient quelque part aux fondamentaux de la relation, dans un contexte particulier, avec la distance et avec les outils tels qu'on les utilise aujourd'hui. Et du coup, peut-être aussi en termes de posture managériale, de posture d'entreprise, peut-être de vision d'entreprise aussi, c'est quoi les relations au sein de nos organisations. C'est un beau moment pour les questionner et c'est sûr que beaucoup de changements majeurs et qui durent sont générés par des événements hors normes. Et on vit effectivement un événement hors norme. Julie nous partage également, oui, finalement, les fondamentaux du management n'ont jamais été aussi nécessaires et voyons cette période comme une occasion de les remettre en lumière. Je trouve que c'est une magnifique conclusion. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Christophe, par rapport à ce qu'on vient de partager ici? Je crois que les interventions des personnes qui ont marqué ça, c'est les plus belles choses pour finaliser, en fait. Je ne pourrais rien ajouter de mieux. Ouais, super. Et donc, Mona nous dit quel sujet intéressant pour le formateur et ceux qui suivent les formations. Je viens d'arriver. Je me réjouis d'avoir le replay. Merci d'avance. Effectivement, c'est notre objectif, c'est d'enregistrer ça en live pour avoir vraiment les interactions avec vous et puis de pouvoir profiter de ce replay pour pouvoir revoir le tout.
Ouais, j'avais effectivement peut-être juste un truc pour finir, Xavier. C'est justement, on n'a pas beaucoup parlé des émotions parce qu'il y avait tellement de choses à dire sur tout le sujet. Ouais. Mais il y a quand même quelque chose quand on a préparé ce live, que j'aimerais faire passer comme message, c'est que les émotions et les sentiments que les personnes peuvent éprouver pendant ce contexte-là, en fait, elles sont normales. L'idée, c'est de ne pas rajouter de la culpabilité au fait d'éprouver ce genre d'émotions-là. En fait. Parfois, les personnes peuvent se dire ah mais comment ça se fait que j'éprouve ça, c'est pas normal, je devrais pas me sentir comme ça, j'ai jamais été comme ça. Enfin, il y a tout un panel d'autres émotions du coup désagréables qui peuvent se rajouter à celle-là. Mais en fait non, l'idée c'est que c'est juste normal d'éprouver ça dans ce type de contexte-là. On est des êtres humains, on est des êtres d'émotion. Et du coup, le contexte faisant, on en a parlé au début, le contexte cumulé en fait, les facteurs cumulants de tout ce qui se passe autour de nous génèrent ce type de sentiments et d'émotions, mais c'est juste normal. Donc l'idée c'est de voir qu'est-ce qu'on fait avec ça, mais c'est pas de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas éprouver ça, parce que ça, ce n'est pas possible. Donc c'est vraiment de changer l'état d'esprit par rapport à ce que l'on éprouve au quotidien. Super. Et alors, on va laisser la parole, le mot de la fin à vous, les intervenants. Donc, Laure nous dit fédérer les équipes, même à distance, sont capitales pour rompre l'isolement. Anne nous dit cette formation devrait être obligatoire pour les managers. Faites passer le mot. Et Anne nous dit merci à vous tous, très intéressant et concis, sans aucun blabla inutile. Super, merci. On espère effectivement avoir pu contribuer au débat et avoir atteint l'objectif que tu nous proposais, hein, Christophe. C'était un peu de prendre notre vue d'hélicoptère. Anne nous dit c'est normal de demander de l'aide quand ça ne va pas, c'est ce que tu disais ici. Julie nous dit très juste ce propos sur les émotions, acceptons nos hauts et nos bas, encore plus dans cette période, effectivement, super. Et donc, encore un témoignage de Caroline qui nous dit « J'anime une formation à distance sur le management à distance. Les retours des managers se focalisent sur la difficulté à maintenir cohésion d'équipe et communication. Ce sont les attitudes à développer par tous, effectivement. » Super, donc on pourrait en discuter encore des heures, hein. On a encore beaucoup de tiroirs à ouvrir et donc ce qu'on va faire pour garder notre format court, on s'était dit on va rester dans la 30aine de minutes, c'est ouvrir d'autres sujets, hein. On va continuer sur ce format du off et donc c'est un format qu'on va développer chez nos.be, chez Nobi. Voilà, donc avec Laure, on porte ce projet donc qu'on baptise le off. C'est un peu de rentrer dans les coulisses de ce qu'on fait d'habitude. On n'est pas sur le format d'un webinaire classique. On est plutôt sous forme d'un échange, d'une thématique avec un expert, de la conversation avec vous, à regarder sur un temps de midi et puis peut-être à revoir en replay. Et Julie nous dit merci d'avoir nourri nos 3 besoins fondamentaux. Merci à toi, Julie, et au plaisir d'échanger encore plus souvent et éventuellement, Julie, que tu puisses intervenir aussi dans un de ces offs, ça nous ferait super plaisir. Voilà, et donc super, et alors les commentaires n'en finissent plus, donc il va falloir clôturer, mais il faut apprendre à développer des temps qui font du bien à distance aussi, c'est possible, super. Merci Anne, et merci à tous, à toutes. Merci à toi Christophe, c'était vraiment passionnant. J'ai vraiment appris des choses en préparant et dans nos échanges aujourd'hui parce que je trouve que d'abord, c'était intéressant de prendre ce temps entre nous juste pour avoir cet espace-temps pour prendre de la hauteur et réfléchir. Et les modèles que tu nous as proposés, les grilles de lecture, je les trouve très inspirantes parce que quand on dit mettez en place telle et telle chose, oui, c'est bien, mais de savoir à quel besoin ça répond, en tout cas, moi, ça m'a vraiment nourri. Un immense merci pour ça, Christophe. Avec plaisir. À très bientôt à tous et à toutes. Et donc, n'hésitez pas à partager voilà, le replay si ça vous a plu et à nous retrouver pour les rendez-vous des prochains off. On se retrouve très bientôt. Bye bye. Ciao. Ciao.